C'est impressionnant. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin dans ce lieu magnifique, un lieu d'échange, de partage, consacré à la philanthropie. C'est donc tout naturellement qu'on a choisi de se retrouver ici ce matin pour célébrer avec vous le lancement de Novapec. Plutôt ici, non, je ne sais plus où il est. Le lancement de Novapec, donc le tout nouveau programme de l'APEC dédié au soutien de l'innovation sociale. Voilà, que vous découvrez aujourd'hui vraiment en scoop. Alors, pour tout vous dire, nous travaillons depuis de nombreux mois maintenant sur ce projet et nous sommes très impatients de vous le présenter. Très impatient également de vous révéler les tout premiers projets que nous avons choisi de soutenir et j'espère que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces projets. Pour cela, on va très vite rentrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Julie Langlade, qui est la responsable du programme Novapec et qui a rejoint l'APEC pour déployer et animer ce tout nouveau dispositif. Merci Laetitia. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous pour le lancement, pour fêter ce lancement de ce nouveau programme. Alors, la matinée va être riche, vous le verrez, on vous réserve quelques surprises. Et avant de passer la parole à notre présidente, à notre directeur général et puis aux nombreux invités de la matinée, j'aimerais revenir effectivement en quelques mots sur ce nouveau programme Novapec. Donc, Laetitia le disait, Novapec, c'est un nouveau programme dédié au soutien financier de projets de l'innovation sociale et comme son nom le laisse entendre, Novapec incarne vraiment la nouveauté. C'est véritablement la première fois que l'APEC lance un tel dispositif et ce programme, il s'inscrit vraiment dans les missions d'intérêt général de l'APEC et dans la dynamique de transformation et d'innovation qui anime l'APEC au quotidien et Gilles Gâteau y reviendra dans quelques instants. Ce programme, donc je le disais, qui est un programme de soutien à des projets d'innovation sociale et les projets que l'on va soutenir, ce sont des projets qui se développent sur le territoire français, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Et ces projets peuvent être des projets qui sont, et on le verra tout à l'heure, nouvellement initiés ou des projets déjà existants qui sont en cours de changement d'échelle ou d'essaimage. Alors, le soutien de Novapec à ces projets, il peut être ponctuel ou pluriannuel. On a vraiment une volonté aussi d'accompagner les porteurs de projets dans la durée. Et vous l'aurez compris, donc, ce programme Novapec soutient des projets et non pas des structures. En revanche, les projets qui sont portés par les structures agissent dans l'intérêt général. Et donc, par exemple, ces structures peuvent être des associations loi 1901, des entreprises solidaires d'utilité sociale ou encore des sociétés à mission. Alors Julie, un autre point important à souligner pour présenter Novapec, c'est que Novapec va soutenir des projets qui finalement s'adressent directement aux publics qui sont accompagnés par l'APEC, donc les cadres, les jeunes diplômés, les entreprises, en particulier les TPE-PME, des projets qui ont des actions qui seront tout à fait complémentaires aux actions de l'APEC. Et donc finalement, c'est cet ensemble-là qui va renforcer notre impact au bénéfice de nos clients. C'est vraiment des points très importants à souligner, ainsi que les domaines d'action dans lesquels vont s'inscrire les projets qui vont être identifiés, sélectionnés et soutenus par Novapec. Donc 3 domaines d'action que vous voyez apparaître: la solidarité et l'inclusion, le développement des territoires et l'accompagnement à la transition écologique. Donc sans plus attendre, comme annoncé par Julie, je vais inviter Gilles Gâteau et Marie-Laure Collet à nous rejoindre sur scène. Je vais aller un peu. Alors Gilles, quel est... Pardon. Le micro. Quel
est l'idée derrière Novapec, la genèse de ce projet et quelle est l'ambition incarnée par Novapec? Bonjour à vous tous, merci d'être là et je partage à 110% l'enthousiasme de Laetitia et de Julie pour ce projet et de beaucoup de ceux qui sont ici. En fait, jusqu'à présent, l'APEC, qui a plus de 50 ans d'histoire derrière elle, a toujours agi, je dirais, en s'appuyant sur ses propres moyens pour développer des services, pour accompagner des cadres, des jeunes diplômés, des entreprises qui recrutent des cadres et des jeunes diplômés, mais n'avait jamais finalement mis en place de dispositifs de soutien à d'autres types de porteurs de projets que nous-mêmes. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que bien sûr, les équipes de l'APEC font un travail formidable dont on est fier, évidemment, avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement, mais qu'il faut aussi être lucide. On est petit à l'échelle de ce que sont les enjeux du monde du travail, de la transformation du monde du travail et du monde du travail des cadres. Aujourd'hui, les cadres, c'est un peu plus de 20% de la population active. Il y a plus de cadres que d'ouvriers en France aujourd'hui. Et donc, les 1000 collaborateurs de l'APEC, quelle que soit leur énergie et leur talent, ne peuvent pas apporter toutes les réponses et toutes les solutions pour accompagner ces cadres tout au long de la vie et de leur vie professionnelle. Et donc, il faut qu'on agisse avec d'autres. Alors ça, on le fait déjà à travers des partenariats. On a un partenariat très fort avec Pôle emploi, on a des partenariats avec les OPCO, avec les AT-Pro, avec cet après-midi on va signer avec le CNUS et les CRUS, voilà. Mais souvent on apporte finalement de l'expertise, on apporte notre force de travail, mais on est un peu limité dans ce qu'on peut apporter pour soutenir des projets. Et au-delà des grandes institutions que je viens de citer, il y a dans notre pays des dizaines, des centaines, des milliers de porteurs de projets qui ont plein d'idées, qui ont plein d'énergie, qui sont très engagés dans les territoires. Et ceux-là, eh bien, on s'est dit, il faut qu'on puisse les soutenir, qu'on puisse soutenir l'émergence de ces projets qui contribuent finalement au même objectif que celui que poursuit l'APEC, aux mêmes missions. Et que finalement, notre raison d'être, elle est bien sûr dans ce que nous apportons, les clients qu'on accompagne, les entreprises qu'on accompagne, mais aussi à travers les porteurs de projets qu'on peut soutenir, y compris financièrement, parce que c'est le nerf de la guerre et qu'on sait bien que souvent, pour se développer, ces projets ont besoin d'un coup de pouce et d'une implication financière, pas que. Et nos partenariats APEC avec les porteurs de projets ne se limitent pas au fait de faire un chèque, évidemment, mais c'est aussi un élément important. Donc voilà, tout simplement, d'où vient le projet Novapec. Et alors Marie-Laure, peux-tu nous dire comment la gouvernance paritaire de l'APEC a réagi face à cette idée? Alors bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais sinon je prends celui de Gilles, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors évidemment, tout a été dit sur ce lancement de Novapec, la genèse et finalement la finalité qui colle complètement à la raison d'être de l'APEC. Et en tant que présidente du conseil d'administration de l'APEC, qui, je le rappelle, est composé à parts égales de 10 représentants d'organisations syndicales et 10 représentants d'organisations patronales, nous avons tous salué à l'unanimité cette idée. Et nous avons bien sûr suivi les préconisations faites par la direction générale sur ce budget alloué, qui est un budget conséquent pour ces innovations sociales, sociétales et environnementales. Personnellement, je vais finir mon mandat en décembre, quand je suis arrivée en tant que présidente du conseil d'administration, je venais avec mes convictions de chef d'entreprise, de TPE-PME issus des territoires. Et ces convictions et mes engagements sociétaux étaient déjà liés à l'innovation sociale, sociétale et environnementale. Et j'avais l'impression de le répéter en boucle. Et j'ai été
extrêmement ravie, j'ai pas de superlatif assez grand, pour voir que autour de la table, quelles que soient les parties prenantes de notre conseil d'administration, tous avaient cette même fibre orientée sur cette innovation sociale, sociétale, environnementale, qui plus est dans les territoires. Je terminerai en vous disant que l'échantillon du public ce matin représente bien qui nous sommes, puisque nous avons beaucoup de membres du collectif de direction générale, beaucoup de délégués régionaux qui nous font l'honneur d'être là ce matin, et aussi mes collègues du conseil d'administration. Donc un grand merci pour votre présence, pour ce lancement de Novapec. Un grand merci à Gilles et à Laetitia d'avoir porté ce projet, d'avoir recruté Julie, qui va être finalement notre coordinatrice et vers qui on se tournera quand on aura des projets à solliciter. Merci beaucoup. Dernier petit mot ? Oui, peut-être pour rappeler que ce programme nouveau, Novapec, il s'inscrit dans une transformation de l'APEC à beaucoup de niveaux et beaucoup de facettes finalement dans cette transformation. Que notre gouvernance paritaire, Marie-Laure vient de le dire, et j'en profite pour la remercier et remercier tous les administrateurs qui sont présents ce matin, accompagne, porte et enrichit aussi de ces idées, de ces propositions. Toujours autour de cette même idée que notre raison d'être et notre impact dans la société ne se limite pas au nombre de cadres ou de jeunes diplômés qu'on accompagne dans nos centres. Évidemment, c'est important et on a des objectifs qui nous sont fixés chaque année dans le mandat de service public. Donc évidemment, on s'attache à les remplir. Mais évidemment, l'idée, c'est d'aller au-delà et que notre contribution aille au-delà. Novapec en est une bonne illustration, mais il y en a d'autres. Par exemple, on vient d'installer dans notre siège Boulevard Brune, et d'ailleurs j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir la visiter, une exposition sur les futurs du travail qu'on a développée depuis presque un an maintenant, pas tout à fait, dans le but d'apporter une contribution, notre regard, notre vision d'experts finalement de ce monde du travail qu'on capte bien à travers évidemment tous les gens qu'on accompagne côté entreprise, côté cadre, côté jeune, mais aussi à travers notre service d'études qui passe au crible en permanence par ces études, toutes ces tendances. Et donc on a identifié les 14 tendances qui se dessinent déjà et qui dessinent déjà le futur du travail. Et cette exposition qui a vocation à circuler dans plein de lieux, pas seulement des lieux de l'APEC, mais d'autres lieux, c'est une illustration aussi de cette même stratégie. Un autre exemple, dans quelques jours, vous verrez sur les murs de Paris et de beaucoup d'autres métropoles en région une campagne d'affichage de l'APEC pour interpeller les recruteurs sur notre vision et le nécessaire changement de regard qu'on doit avoir sur les seniors et sur les cadres seniors qui, en l'occurrence, vous le savez, sont ceux qui ont le plus de difficultés à retrouver un emploi quand ils ont perdu le leur. Donc là aussi, notre contribution, c'est d'interpeller dans l'espace public pour essayer de faire changer le regard. Autre illustration, nos centres se transforment d'ores et déjà, Paris, Gare de Lyon, Bordeaux, Reims, puis demain Tours, Lille, Lyon, La Défense, ouvriront dans quelques mois dans des espaces complètement nouveaux et repensés pour une expérience client totalement différente et un espace qui soit accessible aux cadres et aux jeunes comme aux entreprises, pas seulement pour venir rencontrer un consultant de l'APEC pour un rendez-vous, mais pour des événements, pour simplement s'y installer en mode coworking pour peaufiner et travailler leurs projets. Donc il y a beaucoup de changements en cours à l'APEC, et avec derrière le même fil rouge finalement et la même ambition qui est de faire bouger les lignes dans la société
sur ces enjeux du travail et de l'emploi des cadres, puisque c'est notre terrain de jeu, mais ça va souvent très au-delà. En réalité, les questions ne sont pas si différentes entre les différentes catégories professionnelles, et donc c'est aussi ça notre contribution, pas seulement le nombre de fréquentations de notre job board apec.fr ou de nos centres, mais c'est aussi la façon dont on peut prendre la parole et dire des choses et aider des porteurs de projets comme avec Novapec. Voilà, c'est aussi ça notre raison d'être. Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Marie-Laure. Voilà, vous savez déjà beaucoup de choses maintenant sur Novapec. Julie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la suite du programme de la matinée? Alors la suite du programme, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va accueillir nos 4 premiers porteurs de projets soutenus par Novapec. Alors, ils ont fait le déplacement parfois même de loin, région PACA, Nouvelle-Aquitaine, et on vous remercie pour cela. Et puis, ils seront accompagnés, certains d'entre eux seront accompagnés de bénéficiaires et également de nos délégués régionaux, car comme le disait Marie-Laure tout à l'heure, nos délégués régionaux ont un rôle clé à jouer dans la détection des projets sur le territoire. Et puis, on a la chance d'accueillir et d'avoir à nos côtés aujourd'hui 2 experts de l'innovation sociale, Flavie Després et Bastien Siby, qui viendront nous apporter leur éclairage sur l'innovation sociale. Alors j'en profite pour vous dire que vous pourrez revivre ou découvrir, pour ceux qui n'ont pas pu être là avec nous ce matin, tout cet événement sur notre chaîne YouTube et également sur notre site corporate.apec.fr. Et voilà, ça va être disponible très rapidement pour partager le plus possible cette information. Alors, sans plus attendre, j'invite à me rejoindre sur scène le premier projet, qui est le Rallye des Pépites. Merci à toutes les 3 d'être ici aujourd'hui pour nous parler de ce rallye des pépites. Je vais d'abord m'adresser à toi, Daniel. Tu es délégué régional de la région Nouvelle-Aquitaine et j'aimerais que tu as joué, et puis les équipes aussi locales de l'APEC ont joué un rôle clé dans la détection de ce projet. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à soutenir ce projet au programme Novapec et les raisons pour lesquelles tu es aujourd'hui ici? Très bien, merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être tout d'abord quelques mots pour dire ce qu'est le Rallye des Pépites et en tout cas ce qu'il sera le 16 novembre à Bordeaux grâce à Novapec. C'est un jeu de piste ludique qui fait que sur 2 boucles se positionnent des entreprises, des pépites, qui vont ouvrir leurs portes ce jour-là à des équipages composés de cadres seniors, cadres qui ont besoin d'un coup de pouce, je dirais, pour, au fond, rencontrer des professionnels d'entreprise sous un mode moins institutionnel qu'habituellement. Et au fond, donc je parlais de cadres, mais bien sûr, je n'oublie pas les jeunes diplômés aussi. Il s'agit pour eux, au travers d'une découverte de ces entreprises, d'un challenge qui constitue à répondre à des questions, d'un autre challenge qui est de faire une cohésion d'équipe au sein des équipages, tout simplement d'être les meilleurs à arriver sur un podium et au fond découvrir en entreprise des opportunités de stage, d'emploi, tout simplement de retrouver le chemin de l'entreprise pour certains. Et ça, c'est notre fierté. Donc voilà ce qu'est le Rallye des Pépites. Maintenant, pourquoi? Alors, c'est une longue histoire, je vous préviens, mais je vais aller vite. 2015, j'arrive sur la délégation régionale à ce moment-là, l'Aquitaine, et j'entends qu'un équipage de consultantes avait participé à un Rallye des Pépites et elles étaient émerveillées, tout le centre autour d'elles, en train de dire c'est formidable ce qu'on a vécu, ok. Elles en parlent à leurs collègues et à partir de 2016 et tous les ans, il y a eu des équipages de cadres, particulièrement de cadres
demandeurs d'emploi de longue durée, intégrés à nos sessions Nouveaux Horizons, qui ont fait équipage dans ce rallye. C'était un rallye qui était sur la ville de Bordeaux, il y a eu dans d'autres villes, il a eu lieu dans d'autres villes, et elle vous en parlera. Ce n'était pas un rallye que pour les cadres. Donc, il y avait quand même quelque chose qui était de dire, ce serait bien que ça puisse concerner un jour directement notre public. Et puis, ensuite, en 2019, le centre de Bordeaux a été étape de ce rallye des pépites. Toujours beaucoup d'enthousiasme de l'équipe. Et donc, quand le projet Novapec est arrivé, quand même, nous nous sommes dit en équipe, là, il y a quelque chose à jouer pour faire que ce rallye puisse profiter à nos cadres et nos jeunes diplômés. Ce que je voudrais dire, c'est aussi, comment dire, une solidarité, un engagement commun dans l'intérêt général depuis des années. Et puis aussi, le fait que ce soit porté par nos équipes, tout simplement. Je voudrais souligner aussi que l'expérience que vivent nos équipes, l'expérience que vivent nos clients, l'expérience que vivent nos partenaires. Merci Pôle emploi, partenaire de ce rallye. Merci Julie pour la préparation. Merci Cécile Garofoli, elle n'est pas là, mais je pense à toi Cécile, pour ce qui a été fait. Voilà pourquoi j'ai choisi ce projet. Merci beaucoup, Danielle. Alors, Ethel, tu es présidente fondatrice de Vous comme elle. Donc, Daniel a très bien pitché le rallye des pépites. Tu as développé le rallye des pépites en 2015, organisé plus d'une centaine d'éditions de ce rallye. Et à chaque fois, à chaque nouvelle édition, tu dois, avec tes équipes, partir à la recherche de financement. Et j'aimerais que tu nous dises en quoi le soutien de Novapec, c'est pour toi et tes équipes une nouvelle étape franchie pour le développement et le rayonnement du rallye des pépites. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, la genèse du Rallye des Pépites 2015 à Bordeaux. J'étais alors directrice du réseau Entreprendre. Certains doivent connaître. C'est une association qui accompagne des créateurs d'entreprises et qui doivent créer beaucoup d'emplois. Et force était de constater que peu de femmes étaient candidates à l'époque. Ça commence à évoluer, donc tant mieux. Et donc, j'avais toujours à cœur de valoriser autant des femmes que des hommes sur ce métier-là quand on me demandait de les faire témoigner. Et en parallèle, j'ai eu l'occasion de participer au Rallye des Gazelles. C'est un événement qui a été créé plus de 30 ans à la demande du gouvernement français pour pousser les femmes à oser et se faire confiance. Et donc, j'ai transposé les valeurs des gazelles au monde de l'entreprise qui était important pour moi et le Rallye des Pépites est né. Rallye des Pépites est né d'abord sous forme associative et bénévolement, voilà, et on a rassemblé 400 participants tout de suite à Bordeaux. Et aujourd'hui, on prépare la 10e édition. Voilà. Donc, depuis une association, on s'est transformé en entreprise. On a 6 collaborateurs. Voilà. Donc, c'est une aventure qui dure. Alors, depuis cet événement grand public, comme l'a décrit Daniel, en 2020, on est donc qui allait de ville en ville. Hein, donc, je vous parlais de Bordeaux, mais on est aussi en train de préparer la 8e édition à Limoges, la 5e à Toulouse. On est parti à Poitiers, à Pau également. Donc, l'État, la délégation droits des femmes, nous a fait confiance, puisque l'idée, c'est de valoriser le monde de l'entreprise et de l'ouvrir au grand public, à travers aussi ce prisme de la place de la femme, par l'exemple. Voilà. Et donc, l'État, la délégation droits des femmes, a tout de suite soutenu cet événement, les régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, les métropoles et les entreprises, bien sûr. Voilà, ça c'est une première chose. La Covid est arrivée, donc autant vous dire que c'était compliqué quand vous attendez 800 personnes pour organiser un événement. Mais ça nous a permis d'évoluer comme beaucoup finalement grâce au numérique, puisqu'on a eu un roadbook qui sert sous forme d'application mobile, qui nous a permis de faire des rallyes à distance, et c'est comme ça qu'on a vu arriver nos rallyes orientation métier. D'abord on a travaillé avec sur un appel à projet du ministère du Travail pour des jeunes sortis du système scolaire, et puis aujourd'hui c'est la 3e année que nous répondons à un appel à projet de la région, puisque les régions ont récupéré cette compétence sur l'orientation des métiers. Et donc, ça fait 3 ans que nous faisons des rallyes à distance pour les collégiens lycéens depuis leur classe, voilà, sur l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, cette orientation, c'est aussi, finalement, avec la Covid, transformée en des rallyes emploi. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de métiers en tension. Aujourd'hui, on travaille on a été appelé sur un plan de revitalisation, par exemple, pour valoriser les métiers du cognac, voilà, et des métiers au féminin également. On a la chance d'avoir été effectivement
J'ai un petit trou. On a eu cette chance donc de pouvoir échanger avec Daniel sur cette nécessité de spécifiquement faire un rallye pour les cadres. Voilà, donc on est en train de préparer cette édition du 16 novembre, effectivement. Voilà. Et puis donc on parlait des financements. J'arrive, je vais poser votre question, je vais répondre à votre question, hein, mais il fallait donner le cadre quand même. Voilà. Donc effectivement, le financement, au départ, c'est l'État qui nous fait confiance via les anciennement directs, hein, les DETS, les DRDFE, donc les régions, dans le cadre du plan d'action qui valorise l'entrepreneuriat des femmes, les métropoles, les entreprises, et aujourd'hui l'APEC qui nous fait confiance. Et c'est très important pour nous parce que du coup, c'est une reconnaissance du travail qu'on a accompli jusqu'à présent avec nos petits doigts. On est une petite équipe, vous le voyez. Et puis aussi, c'est du coup une fierté de pouvoir l'ouvrir au national aujourd'hui devant vous. Donc merci de ce soutien. Et puis évidemment, c'est une caution énorme de la part d'un partenaire comme l'APEC au niveau national. Voilà. Merci Ethel. Et justement, tu parlais de reconnaissance de ton travail, de votre travail. J'imagine aussi que le retour des bénéficiaires, donc de tous les participants à ces rallyes, est important pour toi et tes équipes. Est-ce que justement, tu aurais une anecdote à nous partager, une anecdote qui t'a fait prendre conscience, qui vous a fait prendre conscience de l'impact de votre action, de vos actions pour les bénéficiaires, pour ces publics qui sont fragilisés? Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? J'en ai plein, mais je vais aller très très vite, je vais vous en donner quelques-unes. Déjà, dès la première année, on a eu 400 participants, ça devait être un one-shot. Ok, on est reparti sur une deuxième édition, une troisième édition, et c'est comme ça qu'on a osé entreprendre nous-mêmes pour pérenniser cet événement, puisqu'on avait bien vu tout de suite cet impact social qui s'est dégagé dès la première édition. Ça répondait vraiment à un enjeu sociétal de faire évoluer les mentalités et de rapprocher le grand public du monde de l'entreprise, ça c'était important. Le côté ludique de notre projet est très important parce que ça permet de parler de sujets de fond très sérieux, mais de façon légère. Donc ça, c'est important. Je ne vais pas évoquer tous les mouvements qu'ils peuvent avoir, qui sont souvent assez agressifs, nécessaires mais agressifs quand même. Donc là, on est vraiment dans une démonstration, une rencontre interactive humaine. Voilà. Dès la première édition, on a une jeune femme qui nous a, après la première édition, qui nous a envoyé mais vraiment une lettre d'amour. Il faudrait qu'on la mette sur notre site, qui a participé en tant qu'équipage et qui a créé son entreprise l'année d'après et qui a voulu être entreprise d'étape parce qu'elle nous a dit qu'on lui avait donné la niaque et la confiance pour créer son entreprise. Donc la journée la chair de poule, ça y est, c'est parti. Il y avait ça, il y avait pendant la Covid, on a fait des rallyes à distance, on a testé avant que notre application mobile ne fonctionne, on avait créé un événement, on a rassemblé 700 personnes avec des familles, avec leurs enfants qui ont joué au rallye Pépite pour découvrir notamment le métier d'architecte par exemple. Et on a mis le bazar dans la famille puisque finalement le jeune a voulu complètement changer d'orientation alors qu'il a été inscrit sur d'autres formations dans Parcoursup, voilà, par exemple. La première édition à Pau, mécanique de précision, un chef d'entreprise recrute une femme grâce au rallye des Pépites. La Covid arrivant, en fait, on s'est rendu compte que de plus en plus l'emploi était important, voilà. Donc, finalement, voilà, on voit tous les jours que cet événement qui au départ était grand public, mais qu'on avait petit à petit à cœur de diversifier au niveau des publics accueillis, on s'est rendu compte qu'il y avait un bel impact social dans tout ce qu'on faisait. Autant d'anecdotes qui vous motivent chaque jour à conduire votre action. La dernière, juste la cerise sur le gâteau, puisqu'on était à Cognac pour le plan de revitalisation mardi matin, et en fait, les entreprises étapes nous remerciaient. Et en fait, pour nous, c'est de l'intelligence collective, cet événement. On est tous acteurs autour de cet événement, et cet événement ne se fait pas sans les soutiens des partenaires, sans les entreprises étapes et les collaborateurs qui mettent leur cœur et qui sont vraiment valorisés ce jour-là aussi. Voilà. Merci beaucoup, Ethel. Je suis bavarde. C'est parfait. Alors, on parlait d'anecdotes de bénéficiaires. On a la chance d'avoir avec nous ici Isa Lamy. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, Isa. Isabelle. Isa. Non, Isa. Isa. Oui, c'est ça. Vous avez été donc bénéficiaire du dispositif Nouveaux Horizons. On parlait de la complémentarité entre l'APEC et les porteurs de projets. Donc du dispositif Nouveaux Horizons, qui est un programme intensif, d'accompagnement intensif de l'APEC qui est destiné aux cadres éloignés de l'emploi. Et puis, je crois que vous avez participé au mois de mars
à l'une des éditions du Rallye des Pépites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter les raisons qui vous ont poussé à y participer et en quoi cette participation a changé les choses dans votre parcours professionnel? Oui, exactement. J'ai participé en février à Nouveaux Horizons. Tout simplement, l'animatrice m'a proposé de participer. Moi, je connaissais pas du tout le Rallye des Pépites. J'en avais vaguement entendu parler, mais je savais pas trop ce que ça pouvait donner. Et en fait, suite à Nouveaux Horizons, j'avais vraiment envie de rester dans la dynamique. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller, en fait. Et arrivé sur le rallye, par contre, j'avais vraiment... je me suis mis dans la position de n'avoir aucune attente particulière de cette journée, afin de pouvoir accueillir pleinement tout ce que ça allait pouvoir m'apporter. Voilà. Après, en fait, en janvier, j'étais complètement perdue. Je savais plus ce que je voulais faire, je savais plus ce que j'avais envie, avant Nouveaux Horizons, justement. Et j'avais même perdu complètement confiance en moi. Et puis aujourd'hui, je suis là devant vous en train de témoigner de ce bel événement. Donc c'est pour vous dire un petit peu tout le chemin parcouru. Et c'est grâce aussi à ce rallye. Alors plus précisément, déjà on est dans une équipe. J'étais avec deux personnes comme moi en recherche d'emploi. Et puis une conseillère de l'APEC. Du coup, ça nous a permis déjà d'échanger, de se donner des tuyaux et puis de se sentir aussi un petit peu moins seul. Et entouré, voilà, exactement. Et on est parti ensemble un peu à la découverte des entreprises et de leurs salariés aussi. Faut quand même pas l'oublier. Je vais vous en parler d'ailleurs pas mal. Donc c'était vraiment chouette de voir à quel point ils étaient impliqués, de la façon dont ils ont partagé un petit peu leur travail et de la fierté qu'ils avaient de leur travail. C'était une journée aussi avec des jolies surprises. Par exemple, on est allé au barreau de Bordeaux. Donc dans la voiture avant d'arriver, on s'est dit mais c'est quand même très formel, c'est très sérieux, un jeu au barreau de Bordeaux. Bon, d'accord, on y va. On savait pas trop à quoi s'attendre, en fait. On est arrivé, donc du coup, ils étaient tous alignés devant nous, en robe d'avocat. Et là, on s'est dit, ouh là là, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et nous, on était assis devant eux, mais on était dans un tribunal, en fait. Et franchement, en moins de 30 secondes, on riait comme des baleines. C'était incroyable. C'est l'entreprise où j'ai le plus ri de tout ce rallye. C'était vraiment très, très chouette et du coup, très surprenant. Et justement, ça c'est aussi un très, très beau souvenir que j'ai. C'est le jeu de toutes ces journées. On n'a fait que jouer, on était tous à fond. Nous, avec notre équipe, on avait envie de gagner, voilà, tout simplement. Et puis après, les entreprises, les salariés qui étaient là en face de nous, ils étaient vraiment impliqués. Ils se sont déguisés, ils ont créé des sketchs. Ils se sont vraiment donnés à fond pour qu'on passe un super moment, quoi. Et ça a fonctionné, quoi. Il y avait un rythme de folie et il s'est passé tellement de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, voilà, il y avait toutes ces surprises et puis ton parcours peut-être. Ouais, et puis ça a changé aussi. Ah oui, si, le flash mob aussi, le flash mob, c'était génial. Alors un samedi matin à 8h, il pleuvait en plus, donc vous imaginez, donc pas trop la patate. Et puis voilà, le flash mob commence, on était 400, on avait tous appris la chorégraphie à fond en train de danser, et c'était une énergie incroyable, on a tous partagé cette belle énergie, ça c'est vraiment un très beau souvenir. Et avec le recul, en fait, ça a changé un petit peu la perception que j'avais des entreprises. En y pensant, pour un chef d'entreprise, du coup, c'est vraiment un investissement important en coût. Et en temps de travail aussi, les salariés, ils y mettent plus de 6 mois à préparer ce rallye. Et donc, je me dis, mais c'est quand même un peu en quelque sorte un sacré cadeau que les chefs d'entreprise font à leurs salariés, parce qu'ils sont quand même payés pendant toute une journée pour jouer. Donc c'est assez incroyable.
Et pour les salariés, ça comment dire, ça leur permet de mieux se connaître dans un autre contexte aussi. Il n'y a plus de hiérarchie. Et d'un point de vue RSE, c'est vraiment un moment fédérateur pour eux, pour ces salariés. Et toute cette journée, forcément, toute cette belle énergie, ils vont la ramener dans leur entreprise. Et ça va les nourrir pendant, je suis sûre, des semaines et peut-être même voire des mois. Et ça c'est vraiment chouette. Et en fait, avant d'arriver à ce rallye, je me posais vraiment la question, mais pour un chef d'entreprise, à quoi ça sert en fait de participer à cet événement? Puis je me disais, mais hormis, bon, d'accord, ça développe la notoriété, la marque employeur, mais après je me disais, mais ça sert à rien en fait. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur mon prochain poste, il y a plein de choses qui servent à rien que je ferai. Merci beaucoup, Isa. Merci beaucoup et on comprend au travers de vos témoignages vraiment l'impact d'un projet comme celui du Rallye des Pépites. Merci à toutes les trois. Merci Julie. On va accueillir donc le deuxième projet de cette première promotion du programme Novapec et j'appelle l'équipe de Social Builder. Ah oui, le micro. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Emmanuelle Larocque, donc vous êtes fondatrice et déléguée générale de Social Builder, qui est une association qui construit la mixité et l'égalité hommes-femmes dans les métiers du numérique en proposant des actions d'accompagnement et de formation auprès des femmes. Je sais que l'APEC est partenaire de Social Builder depuis déjà plusieurs années. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce lancement, de ce nouveau programme ? Eh ben, on s'est dit que c'était une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait à quel point les questions des emplois, notamment de l'emploi des femmes dans les quartiers plus en difficulté n'est pas résolu. Donc on a besoin de se remonter les manches et puis de continuer à innover dans ces territoires pour aller accompagner en fait des publics qui sont encore malheureusement invisibles, parce que quand on a un diplôme, on considère que voilà, les choses sont actées, et même quand on est jeune, on a la force de la vitalité du début de la vie, mais non, en fait, on a quand même besoin d'un accompagnement et on a besoin surtout d'être identifié et d'être raccroché aux dispositifs à la fois qui fonctionnent bien, comme ceux de l'APEC, d'accompagner pas à pas jusqu'à un projet qui se concrétise, et aussi pour nous, Social Builder, d'ouvrir les femmes à des nouveaux métiers qu'elles ne voient pas encore, donc créer la désirabilité des métiers numériques, des métiers d'avenir pour les femmes, et puis d'aller là justement où elles sont. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et puis aussi, ce que je dirais, c'est qu'on n'a pas été très surpris. C'est ce que j'ai dit tout de suite à Dominique. Ah bah oui, mais ça fait beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour nous, en fait, l'APEC, qu'on connaît depuis très longtemps, avec qui on travaille depuis très longtemps, c'est un acteur du contact, c'est un acteur qui est dans les territoires, parce que c'est un acteur paritaire qui est au plus proche des besoins, et c'est un acteur qui se renouvelle. Et c'est aussi notre ADN chez Social Builder, c'est-à-dire que en fait, les problématiques quand même se déplacent dans le temps. Les crises viennent taper à peu près toujours les mêmes personnes, mais des fois un peu différemment. Donc on a besoin en permanence d'aller se questionner, d'être très agile dans nos pratiques d'accompagnement. Et donc c'est important bien sûr d'avoir aussi des véhicules pour continuer à financer l'innovation sociale. Voilà. Et puis bon, un petit peu de fierté quand même de continuer à faire partie de cette aventure, de construire des choses ensemble. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que la recherche de fonds est un combat qui est quotidien pour vous et vos équipes. Et justement, qu'est-ce que Novapec va vous permettre, quel cran, en quoi Novapec ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans vos actions et de vous développer davantage auprès, vous le disiez, de ce public cible qui est très souvent fragilisé.
Alors, je pense que Dominique va parler plus spécifiquement du projet. Oui. Merci Dominique de le porter, parce que si c'est moi qui le porte, ça fait un peu bon aller. Donc, en tout cas, nous, notre souci, c'est de toujours adapter nos dispositifs à des publics, parce qu'en fait, parler du numérique, attirer les femmes vers le numérique, on n'en parle pas de la même manière en fonction de l'histoire des femmes, d'où elles en sont dans leur parcours, et aussi les métiers sont très différents. Donc, on a besoin à chaque fois d'adapter, et donc ces financements nous permettent en fait d'aller à la rencontre et d'adapter notre façon de parler, d'engager, d'aller vers ces femmes qui sont encore malheureusement encore trop loin de ce qu'on peut leur proposer comme accompagnement et information et dispositifs d'accompagnement pour concrétiser un projet d'accès à un métier d'avenir, un métier qui recrute. Donc ça va nous permettre à la fois de le faire, de faire cette innovation et cette proximité, de travailler avec des nouveaux acteurs aussi, parce qu'on ne se doute pas à quel point à chaque fois de se rapprocher des acteurs, et là pour le coup des acteurs de territoire, du culturel, du social, du sport, qui sont au plus proche de ces femmes, et travailler ensemble à des ingénieries pour les amener progressivement vers l'emploi et les sujets d'emploi, et c'est vraiment le penser ensemble, donc ça nécessite de l'énergie. Et ce qui nous permet aussi, je pense, en tout cas je le crois vraiment fortement, c'est qu'un partenariat avec Novapec et avec l'APEC sur ce financement va permettre aussi de mettre la lumière sur cette problématique vers d'autres acteurs de la philanthropie qui en fait aujourd'hui n'identifient pas encore qu'on a un vrai sujet sur l'avenir des femmes dans l'emploi, parce qu'on n'arrive pas à tirer les jeunes vers les emplois d'avenir. Voilà, donc il faut investir, et là j'en appelle à toutes les fondations, coucou Marion, j'en appelle aux fondations pour qu'elles investissent sur l'emploi, la qualification et l'accompagnement des femmes sur les métiers d'avenir. Voilà. Merci Emmanuelle. Donc effectivement, tu parlais de cette nécessité de proposer une innovation de proximité. Dominique Largot, tu es déléguée régionale de la région Île-de-France et tu as soutenu ce projet. Donc tu vas nous l'expliquer un peu plus, qui permet d'aller vers un public de femmes dites invisibles. Peux-tu nous dire pourquoi tu as souhaité soutenir ce projet, et toi qui connais bien ce territoire Île-de-France, qu'est-ce que ça va apporter ? Alors, c'est vrai qu'on travaille depuis très longtemps l'APEC avec Social Builder, et je travaille depuis très longtemps avec Emmanuelle. Donc on a l'habitude d'échanger, et on est évidemment très proche sur des sujets, des tensions de recrutement sur le numérique, puisque l'APEC est aussi là pour lever les tensions de recrutement. Mais pour le coup, c'est un peu sur une autre dimension qu'on a échangé avec Emmanuelle, et qu'on s'est dit pourquoi pas travailler à de l'innovation sociale sur cette thématique. On a un sujet particulier qui sont les publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour l'APEC, les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, on a du mal à les faire venir chez nous, à faire en sorte qu'ils mobilisent nos services. Il se trouve que l'Île-de-France, ça représente quand même 50% des services délivrés aux jeunes diplômés issus des quartiers politiques de la ville, mais on n'en est que... Il ne représente que 11% de la population des jeunes diplômés qu'on accompagne. Et on a un vrai enjeu là-dessus, parce que moi je reste convaincue que l'APEC, dans ses missions, elle doit aussi favoriser la méritocratie, l'ascenseur social, et que des jeunes qui investissent dans des études et qui passent leur diplôme, mais qui n'ont pas forcément le réseau que peuvent avoir d'autres jeunes, ont besoin de l'APEC pour construire ce réseau, ont besoin de l'APEC pour être accompagnés. Donc l'idée de ce projet que j'ai soutenu avec Emmanuelle et Social Builder, c'est de réfléchir avec d'autres acteurs de l'emploi, que ce soit des acteurs traditionnels ou des acteurs du territoire, avec des jeunes femmes que Social Builder accompagne, sur la manière, le discours, la façon de faire pour que les jeunes diplômés des quartiers politiques de la ville s'emparent des services de l'APEC. Voilà. Donc du coup, ce projet, c'est presque un méta-projet, puisque l'objectif, c'est qu'on ait derrière des solutions, des actions, des idées de projets à conduire auprès de ces publics-là. Super, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir partagé ce projet. Je vous invite à... Alors, on comprend déjà au travers de ces deux premiers projets à quel point en fait ils sont utiles pour ces publics fragilisés. Emmanuelle et Dominique nous parlaient de ces jeunes femmes issues des QPV dites invisibles. Et comme le disait Gilles Gâteau tout à l'heure, on voit bien que nos actions, elles sont complémentaires, et que c'est une façon aussi de pouvoir décupler et donner encore plus d'impact à nos actions, et qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui pour soutenir ces actions au service de l'intégration
l'intérêt général dans les territoires. Et justement, en parlant d'intérêt général, j'invite à me rejoindre une femme qui se présente sur son profil LinkedIn comme une fille de l'intérêt général, et j'ai trouvé que cette formulation décrivait très bien Flavie Després, donc cofondatrice du média engagé Care News. Bonjour. Bonjour Flavie. Alors je le disais à l'instant, vous avez cofondé Care News il y a, je crois, presque 10 ans maintenant. Donc 9 ans. Faut pas me vieillir. Le premier site, donc Care News, c'est le premier site d'actualité des acteurs de l'engagement. Et il faut dire quand même qu'à l'époque, vous étiez visionnaire, parce qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas d'impact et d'engagement comme on le fait aujourd'hui. Et puis, voilà, depuis toujours, vous vous impliquez pour faire bouger les choses, pour accompagner, pour valoriser les acteurs de l'engagement. Et d'ailleurs, vous avez un podcast qui s'appelle Changer la norme. Et je trouverais intéressant que vous nous disiez ce que signifie pour vous changer la norme. Déjà, merci de m'inviter. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'intérêt général. J'ai bossé pour les pouvoirs publics, pour des associations, pour des entreprises privées et ensuite dans l'ESS. Et effectivement, j'ai monté ce média et j'ai un podcast qui s'appelle Changer la norme. Les grands esprits et le bon goût se rencontrant dans la salle, voilà, on a des points communs, vous et moi, sur les personnes qui sont passées derrière ce micro. Dans Changer la norme, dans sa conception, il y avait quelque chose de très intellectuel à la base. Il faut changer la manière dont on voit les choses, parce qu'en fait, ce monde tel qu'il est pensé, tel qu'il est conçu, il a une fin en fait, il n'est pas pérenne. Et du coup, changer la norme, ça veut dire changer notre regard quotidien, parce que la normalité, c'est sans doute, selon le profil qu'on a, ce qui nous caractérise le plus en fait. On est choqué quand il y a quelque chose qui sort de la norme. Et du coup, c'était l'idée de vraiment de changer. Et en fait, avec plus de 50 invités, dont Emmanuel, dont Anthony, je me suis aperçue que changer la norme, c'était une très grande ambition qui passait aussi par un engagement quotidien. J'avais pas trop de doutes, mais je me suis aperçue que ça passait par des strates vraiment hyper concrètes. C'était changer la norme de comment on pense l'économie, changer la norme de comment on répartit le pouvoir, la gouvernance, le capital. C'était comment on changeait aussi notre manière d'être, comment on recrutait, comment on pensait l'emploi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le thème. Mais voilà, comment on pouvait en soi changer les choses. Et dans changer la norme, la petite anecdote, c'est que la première baseline de l'émission, c'était pour pouvoir changer les choses, il faut s'en parler normalement. Et c'est bien que vous fassiez ça aujourd'hui. Et je vous remercie parce qu'en fait, si on ne met pas en valeur ce qui change les choses et si on ne dédramatise pas et si on ne parle pas quotidiennement de ce qu'il faut faire pour justement changer la norme, on n'y arrivera pas parce que voilà, il y a un empouvoirment derrière changer la norme qui, en tout cas en 4 ans, moi, m'a beaucoup porté. Et c'est vraiment ce qui nous a conduit aujourd'hui pour ce programme de lancement, à donner la parole aux porteurs de projets et pour qu'ils puissent raconter leur action concrète. Et c'est vraiment ça le sujet. Et justement, comment, vous qui avez rencontré tout au long de votre parcours professionnel des acteurs de l'engagement, comment les accompagner au mieux, comment accompagner au mieux ceux qui, comme vous le disiez, souhaitent changer la norme? C'est quoi la... Alors, elle est dangereuse votre question, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir la liste au Père Noël entre mes mains, mais ils en parleront mieux que moi, mais je crois qu'ils ont besoin d'argent, de moyens, ils ont besoin de temps, ils ont besoin qu'on les laisse exister aussi, je pense. Et moi, je suis très fière d'être ici aujourd'hui. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que je suis très impliquée dans une association qui s'appelle Ma Voix, qui est dédiée à l'orientation des jeunes et qui soutient que sans innovation sociale, sans R&D sociale, il ne peut pas y avoir de progrès. Donc, il faut financer ce qui permet de voir un peu plus loin. Voilà, il faut financer le cran d'après, en fait. Donc voilà, de l'argent, du temps, il me semble un peu de liberté aussi, mais je crois que les porteurs de projets répondront mieux que moi à cette question. Et je crois aussi qu'il faut aider les gens dans la durée.
moi, ce que j'ai vu en 15 ans de carrière dans l'intérêt général, c'est qu'au début, il y a un élan, on est hyper porté, on est invité partout, et puis après, il y a un peu le syndrome du Labrador, c'est-à-dire que petit, on est mignon, puis après, ça prend un peu plus de place, donc c'est un peu plus gênant. Et pourtant, c'est quand on devient un peu plus grand qu'on commence vraiment à devenir puissant, à devenir bon. Voilà, donc je crois que accompagner les gens dans la durée, ça me semble très important, mais encore une fois, c'est peut-être pas moi la mieux placée. Donc le soutien financier, l'accompagnement dans la durée, et si on parle plus particulièrement de ces acteurs engagés qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi, et vous êtes nombreux dans la salle, est-ce que vous aurez une idée des grandes tendances, des évolutions que vous avez pu observer en rencontrant justement ces acteurs qui agissent en faveur de l'emploi ? Alors ça, c'est une question très universitaire, et en plus, on est dans un lieu où il y a quand même des associations qui font de la recherche, donc je pense qu'elles sont mieux placées que moi. Ce que je peux vous dire de ma petite lucarne d'observation, c'est que c'est un secteur où les financements en fait sont périodiques. Du coup, c'est une bataille permanente. Donc, il faut remettre à chaque fois des pièces dans la machine. Donc, il me semble que ça, il y a quelque chose peut-être à enrayer. Et je crois que sur tous les secteurs de l'intérêt général, etc., il me semble, et encore une fois, ça n'est que mon point de vue, que c'est l'un des postes où ceux qui font les choses représentent le mieux ceux qu'on aide. Parce que il y a dans les fondateurs, les DG, les présidents, une vraie représentativité de ceux qui ont connu justement ces problèmes. Et avec des combats très forts. Il y a Emmanuel, il y a Anthony, mais je pense aussi à Swad, qui arrête pas de dire qu'elle veut pas travailler, par exemple, avec des mécènes qui n'embauchent pas les bénéficiaires. En fait, en gros, elle dit le chèque ne suffit pas, il faut aussi appliquer vraiment de manière intégrale. Et il y a une force, une conviction, et je crois que c'est l'un des secteurs aussi où la parole politique est sans doute la mieux portée. Et après, sur tout ce qui est tendance de financement, etc., je suis sans doute pas la mieux placée, mais je crois qu'ils font tellement un travail essentiel, quotidien, qui nous concerne tous. C'est sans doute aussi l'un des secteurs où la R&D, dans tout ce qui est innovation, est la plus poussée et la plus efficace. Merci. Donc des porteurs qui sont ancrés dans la réalité et qui ont besoin de soutien pour mener à bien leur action. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être à nos côtés pour fêter ce lancement. Alors, je vous propose de découvrir un nouveau projet qui s'appelle Burnout sans tabou, dont l'engagement porte sur la sensibilisation autour du syndrome de l'épuisement professionnel qu'on appelle plus communément le burn-out. J'invite donc à me rejoindre sur scène Anthony Fumard, délégué régional de la région PACA, pour qu'il nous présente ce projet. Et le temps qu'Anthony, mais il est déjà là, on va lancer le petit teaser. Alors, connexion. Elle m'a dit que je serais responsable psut. À tes souhaits. Arrête, c'est sérieux. Ah bon? Allô? Il faut savoir se sacrifier. Toutes les bonnes choses ont un coût. Et nos prédécesseurs ont beaucoup souffert pour en arriver là où ils en sont. Machine de guerre. Alors Anthony, peux-tu nous en dire plus sur ce teaser? Alors, vous en dire plus. Déjà, parler de burn-out, c'est pas mon sujet favori. Comme vous tous, je pense qu'on a été plus ou moins impacté par le syndrome d'épuisement, directement, indirectement. On a pu, suivant nos responsabilités, parfois générer ces syndromes. Nous, à l'APEC, notre vocation première, c'est d'assurer la performance de nos entreprises, des collaborateurs qui sont motivés à aller au travail. On reçoit, dans ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, plus de 12 000 personnes par an.
la grande moitié sont, comme dans toutes les autres régions de mes collègues, en poste. Et on entend revenir ce sujet de plus en plus fortement, et notamment depuis le Covid. Et nous qui accompagnons au retour à l'emploi, la sécurisation des parcours professionnels, on vient flirter avec le sujet de la santé au travail. Et avec la RACT, avec la G2R, on a beaucoup échangé sur ce sujet et on s'est connecté avec les instances de ce secteur, de cet écosystème particulier, pour essayer de créer des traits d'union. Et à notre façon, on a voulu ouvrir le sujet en s'appuyant sur un artiste que vous avez vu dans les extraits qu'on vient de vous projeter, qui a traduit avec un pas de côté, avec de l'humour, ce sujet difficile. La volonté qu'on a, c'est grâce à ce support, de vulgariser le propos, de pouvoir mettre aussi les bons mots, parce que des fois c'est un peu un mot valise, le burn-out, et de créer des réflexes entre nous tous, et d'aller chercher les bonnes ressources pour aider ceux qui en ont le plus besoin à ce moment-là. Donc ce projet, il est porté par la RACT, avec en partenaire également l'AG2R. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? On a vu la web-série, mais je crois que c'est un dispositif qui est bien plus global pour justement sensibiliser. Je suis presque... C'est pas mon habitude d'être seul, alors c'est très bizarre. Et je trouve que la dynamique des précédentes interventions traduisait bien la façon dont on collabore dans différents partenariats. La G2R, avec nous, c'est une vieille relation qu'on a construite autour de l'emploi des seniors initialement. La RACT, on est dans le même ADN paritaire, avec des missions d'intérêt général, implantées dans tous les territoires également. Le cheminement qu'on a eu, donc, c'est d'avoir un support dont on vous a donné une toute petite... Il y a 9 épisodes qui permettent de retracer... On a l'ambition de concurrencer Netflix puisqu'on a créé une web-série. Donc il y a trois séries de 3 épisodes, je vais y arriver. Bon, c'est rapide, hein, c'est 2 minutes. Donc vous pouvez voir toute la série d'un bloc sans passer la nuit complète devant votre écran. Pour bien comprendre les 3 étapes. Voilà, alors merci de recentrer le sujet puisqu'on a ciblé 3 étapes, le avant, le pendant et le après, pour pouvoir justement créer ces connexions. Et on va tester, grâce à Novapec, des soirées. Burn-out sans tabou. Voilà. Donc on va commencer par notre territoire, à Marseille et à Nice, et on va inviter les acteurs du monde de l'entreprise, de l'accompagnement. On ne sait pas trop quelle audience on va avoir. On a quand même prévu une salle, j'espère aussi remplie que ce matin, pour poser le sujet. Voilà, en toute humilité, mais juste pour que on puisse en parler, comme ça se passe dans nos bureaux, mais qu'on ne soit pas seul à recueillir. Et dans ces événements seront conviés donc. Alors, on essaye de faire ça de façon professionnelle, donc on espère avoir un tiers d'entrepreneurs, un tiers de salariés ou de demandeurs d'emploi, et puis un tiers d'accompagnants ou de confrères ou de collègues. Et puis, alors évidemment, à la fin, il y a un cocktail. Alors on était parti pour mettre dans les invitations vers de l'amitié, tout ça, mais on a plutôt transformé ça en un espace de dialogue. Chacun ayant une façon d'être reconnu pour que si dans l'audience certains veulent échanger, on puisse avoir ce moment facilité, immédiat, simple, sans être obligé de s'exprimer devant plein de gens qu'on ne connaît pas sur est-ce que c'est normal qu'on ne dorme pas pendant 3 semaines ou des choses comme ça, quoi. Donc un dispositif complet pour sensibiliser sur cette question du burn-out qui se passe sur le territoire de la région PACA, donc plus particulièrement dans les villes de Nice et Marseille, et peut-être que ce dispositif se déploiera. C'est ce qu'on espère, que l'audience sera séduite par cette approche de web-série, et puis qu'on va essaimer, on va garder l'exclusivité des premières soirées, puis après vous pourrez retrouver les liens sur une page sur apec.fr pour visionner à votre tour, à moins que vous ayez envie de faire le voyage jusqu'à Marseille. Ces derniers temps, on a pas mal de visiteurs entre les rugbyman, le pape et Emmanuel Macron, mais il y a encore de la place, vous pouvez venir, et donc vous pourrez découvrir cette web-série, et puis si vous voulez la mettre aussi à votre tour en avant, mobiliser vos salariés, vos clients. C'est fait. Merci beaucoup Anthony pour ton témoignage.
quitter le territoire de la région de PACA pour parler d'un projet d'une envergure nationale. Et j'appelle à me rejoindre Iris Avital, directrice du développement et des programmes de Diversity Days, accompagnée de notre directrice générale adjointe Laetitia Niodo et de Aminata Diaby, donc bénéficiaire du programme Déclic numérique. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors Laetitia, Déclic numérique, je le disais à l'instant, c'est un des projets d'envergure, un des premiers projets d'envergure que soutient le programme Novapec. Qu'est-ce qui a conduit l'APEC à soutenir financièrement ce programme? Et puis on le disait, on a une volonté aussi d'accompagner, quand c'est possible et que c'est nécessaire, les projets dans la durée. Et qu'est-ce qui a conduit de cet engagement sur plusieurs années? Alors d'abord parce qu'on a fait le constat, comme d'autres, que le secteur du numérique aujourd'hui n'était clairement pas représentatif de la société française dans sa diversité et finalement que ce secteur se privait de nombreux talents alors que les tensions de recrutement y sont très fortes. Par exemple, les femmes, les jeunes issus des quartiers prioritaires politiques de la ville s'y orientent peu, faute d'information, faute de représentation, et puis parce qu'il y a encore de nombreuses idées reçues qui persistent. Également, parce que Diversity Days est une association d'égalité des chances qui œuvre au quotidien pour faire justement du secteur du numérique un tremplin pour tous les talents, une association qui a déjà fait ses preuves depuis maintenant pas mal d'années, et puis qui travaille, tu l'as dit, à la fois avec un ancrage territorial fort et à la fois sur toute la France. Donc ça nous a aussi particulièrement intéressés. Et enfin, parce que le programme Déclic numérique, dont on va parler plus précisément, nous a semblé particulièrement innovant et pertinent pour justement faciliter l'orientation et la reconversion professionnelle de tous vers ces métiers. Merci beaucoup Laetitia. Justement, tu disais Laetitia que Diversity Days avait déjà fait ses preuves et que voilà, l'association a une belle notoriété. Vous avez de nombreux partenaires. En quoi aujourd'hui ce lien que nous avons au travers du programme Novapec va vous permettre de développer encore plus l'impact de vos actions sur le territoire, mais aussi au niveau national, Iris? Oui, bien sûr. Alors, du coup, votre soutien, qui est très fort pour nous. En fait, le programme est né il y a maintenant 3 ans. On l'a toujours joué collectif. Ça a toujours été très important pour nous d'impliquer à la fois les acteurs institutionnels, le plan d'investissement dans les compétences, la GFIP, Pôle emploi, des acteurs associatifs. On a eu la chance de beaucoup travailler avec les équipes de Social Builder, par exemple, sur nos programmes, la Fondation Mosaïque, Connexio, les entreprises du numérique, les recruteurs, en fait, de demain pour nos bénéficiaires, Soprasteria, CGI, Orange, enfin voilà, plein d'acteurs. Et pour nous, c'était essentiel de travailler avec vous. On a eu l'occasion sur certaines éditions de travailler avec vos équipes pour le déploiement. Et en fait, votre soutien financier nous permet, comme l'a dit tout à l'heure Flavie, en fait, de faire perdurer l'action. Aujourd'hui, on a pu accompagner 10 000 demandeurs d'emploi sur nos programmes. Grâce à votre soutien, on ambitionne de le doubler, cet impact. Donc d'ici fin 2025, d'avoir accompagné 20 000 demandeurs d'emploi, personnes en emploi qui souhaiteraient aussi effectuer des changements de carrière, des transitions. Et votre soutien professionnel nous donne le temps, les moyens de pouvoir développer ces actions-là, donc d'aller dans de nouveaux territoires, de collaborer avec les équipes de l'APEC pour vraiment faire du programme un outil dans l'accompagnement des consultants et essayer de faire en sorte que vraiment ils puissent se l'approprier, le mettre en complémentarité aussi avec les acteurs du territoire, les partenaires avec lesquels vous êtes au contact au quotidien, que nous on rencontre parfois pour la première fois sur des déploiements dans de nouvelles régions. Et donc vous allez nous permettre financièrement de nous attribuer ce temps-là, ces moyens pour adapter le programme, créer des nouveaux contenus, créer des nouveaux partenariats, créer des nouveaux forums, salons de recrutement. Et les idées sont très vastes et on a vraiment hâte de travailler avec les différentes équipes régionales pour pouvoir à chaque déploiement s'ajuster aux besoins du territoire, aux besoins des entreprises en termes de recrutement pour que ça serve vraiment
aux demandeurs d'emploi et puis à tous les bénéficiaires, gratuitement pour eux, évidemment. Donc un déploiement dans d'autres territoires. Et justement, je crois que l'actualité de Diversity Days et de déclic numérique est chaude en ce mois de septembre. Quelles sont les prochaines dates du programme Déclic numérique ? Oui, eh bien, on va attendre tous connectés le 25 septembre en fin d'après-midi, début de soirée à 18h. 18h, je demande confirmation à droite. À 18h, on effectue le live de lancement. Donc vous pourrez tous et toutes le suivre, peu importe le territoire depuis lequel vous êtes. Certains d'entre vous interviendront, on l'espère. On fait en fait le lancement de notre prochaine édition du programme en direct d'Aix-en-Provence le 25 septembre à 18h. Ce sera un live de lancement sur lequel on fera intervenir nos partenaires, mais surtout des anciens bénéficiaires du programme et d'autres rôles modèles qui partageront au public en fait, leur chemin d'orientation, de reconversion vers le numérique pour montrer que c'est possible, y compris quand on est une femme senior en situation de handicap. Peu importe, on peut y arriver. Merci beaucoup Iris. Alors, tu parlais de bénéficiaires, on a la chance et un grand merci Aminata d'être à nos côtés aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi justement vous avez participé au programme Déclic, à une édition précédente du programme Déclic numérique, en quoi votre participation a permis de créer le déclic dans votre parcours professionnel? Oui, alors pour tout vous dire, moi j'ai participé justement à la première édition nationale du programme Déclic numérique, donc ça s'est passé en mai 2022, une période avant laquelle j'étais dans cette phase de réflexion. Je sortais en fait de mes études, donc notamment un master en communication. Je me posais pas mal de questions. J'étais passée par des expériences professionnelles que j'ai plus ou moins mal vécu, je dirais. Donc voilà, il y avait toute cette remise en question, il y avait une petite perte de confiance, je dirais, de mon côté, que j'ai dû traverser pendant cette période-là. Et j'ai fini par tomber sur le programme Déclic numérique, qui m'a permis de découvrir en fait ce secteur du numérique qui offre tout un panel de métiers qui est hyper large. Donc j'ai pu découvrir des organismes de formation, des entreprises, etc., qui justement présentaient ce secteur et qui donnaient envie de le rejoindre aussi. J'ai pu accéder aussi à une communauté de personnes qui étaient aussi dans ma situation, des jeunes, des personnes un peu plus âgées, des personnes en situation de handicap, qui avaient aussi du mal à trouver, à recréer, on va dire, leur projet professionnel, donc un projet qui leur correspondait réellement. Et donc voilà, on était tous dans cette phase de réflexion et j'étais lancée dans un nouveau projet professionnel que je ne repréciserai pas aujourd'hui, puisque finalement, je me suis tournée vers autre chose. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de tout ce qui est l'orientation professionnelle. En fait, on se rend compte, avec les différents acteurs qu'on rencontre tout au long de nos parcours, on se rend compte que il y a différentes choses qui peuvent nous intéresser. Et c'est aussi à nous d'oser, de sauter le pas et de saisir les occasions qui se présentent à nous. Et pour le coup, j'en ai saisi une qui est plutôt belle, parce qu'aujourd'hui, je travaille au sein de l'association Diversity Days. Et je pilote ce même programme dont j'ai pu bénéficier. Voilà. La boucle est bouclée. Exactement, voilà, tout à fait. Voilà. Mais merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous parler de ce programme Déclic numérique. Et avant de laisser la parole à notre directeur général, la parole de conclusion à Gilles Gâteau, j'aimerais accueillir Bastien Siby, président de l'Hélicorne, qui est une alliance de coopératives œuvrant pour la transition écologique et solidaire, et président du directoire de Mobicop, le site de covoiturage sans commission. Je crois qu'il y a Google. Bonjour Bastien, merci beaucoup d'être à nos côtés pour fêter ce lancement. Alors, on voit sur vos réseaux sociaux, dans la presse, vous partagez régulièrement votre vision d'une économie alternative et puis l'importance aussi de soutenir l'innovation sociale. Alors, pour démarrer, une simple question, est-ce que pour vous, ce lancement de ce programme Novapec, dédié au soutien de projets d'innovation sociale, est une bonne nouvelle pour l'innovation sociale ? Écoutez, oui, sans surprise évidemment. Mais non, on aurait été dans l'embarras. C'est ça. Mais je dirais que venant, je confirmais que je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. On est des milliers sur tous les territoires à porter
des sujets d'innovation sociale. Ce sont des sujets qui sont difficiles. Ce sont des entreprises, ce sont des associations, ce sont des coopératives qui tous les jours se battent pour essayer de nous emmener dans une forme de transition de la solidarité, de l'écologie. Et donc finalement qu'aujourd'hui, l'APEC crée ce fonds, ce programme pour être plus précis, c'est une forme de reconnaissance. Donc pour nous toutes, nous tous qui œuvrons sur les territoires, ce que vous dites ce matin, c'est important. Mais c'est important au-delà de nous. C'est important au-delà de nous parce que l'innovation sociale est absolument cruciale pour relever les défis qui sont les défis de la société, qui sont les défis de la transition, de la solidarité, de l'écologie, parce qu'elle porte des mécanismes, des façons de faire qui sont les bonnes réponses à ces questions. Je donne juste un exemple, puisque vous avez cité Mobicop, sur la question de la transition écologique liée à la voiture. La voiture individuelle contribue massivement à des émissions polluantes. Pour résoudre ce problème de la voiture, il y a plusieurs pistes. Vous avez une piste qui est une piste technologique, dans laquelle vous allez investir massivement pour réduire la consommation de carburant des moteurs. On parle de plusieurs milliards de dollars dépensés chaque année pour essayer de réduire de quelques dixièmes de % cette consommation. Quant à Mobicop, grâce au covoiturage, on fait rentrer une personne supplémentaire dans la voiture, on divise par 2 la consommation de ces éléments néfastes. Et pour faire ça, eh bien, c'est des méthodes. Créer la confiance pour que quelqu'un ouvre sa voiture, c'est une méthode, c'est une innovation, ce sont des investissements. Et c'est ça l'innovation sociale, c'est extrêmement fort pour agir sur ces questions de transition écologique et sociale. Donc, le fait que vous investissiez sur ces questions, c'est évidemment très important pour nous, ce secteur-là, et au-delà de nous pour ce qu'on cherche à changer dans la société. Donc on a tous un rôle joué à clé justement pour répondre à ces nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et vous avez lancé au mois de juillet dernier, aux côtés de 1200 dirigeants, je crois, et militants, justement, un appel à aller chercher 1 milliard d'euros pour financer les projets de transition plus justes sur tous les territoires. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'innovation sociale est encore trop peu financée? Et quelles sont les solutions, selon vous? Alors écoutez, oui, l'innovation sociale est trop peu financée. Le secrétaire général de l'ONU disait il y a quelques jours que nous sommes entrés dans une phase d'effondrement climatique, c'est-à-dire c'est plus devant nous. C'est là, on vient de vivre l'été le plus chaud depuis 120 000 ans. On a des défis considérables à relever. Et on est en ce mois de septembre dans la rentrée de l'année, c'est pas le moment de se mettre des doigts devant les yeux. Ces défis sont considérables. Or, aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fallait que nous les relevions, on l'entend dire toute la journée, et pour autant, les gens qui s'y attellent au quotidien sur nos territoires sont très insuffisamment soutenus sur le plan financier. Et ils ne peuvent pas agir de ce fait-là. Et là-dedans, je voudrais peut-être attirer votre attention sur ce qui me semble être 2 zones de travail. Pour l'avenir du programme et qui sont en tout cas 2 zones centrales dans cette initiative qu'on a lancée pour aller chercher 1 milliard d'euros pour financer ces projets partout, sur tous les territoires. Le premier, c'est qu'on a un sujet de privatisation de l'innovation sociale. On a un sujet de privatisation de l'innovation sociale parce que, de façon assez considérable, les projets d'innovation sociale qui sont soutenus sur le plan financier prennent la forme de sociétés de capitaux. C'est la raison pour laquelle vraiment je me réjouis, je ne le savais pas en entrant dans cette salle ce matin, de voir autant d'associations là sur l'estrade aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est pas le cas partout. Et donc là, on a une vraie question parce que de façon, alors je ne sais pas comment la qualifier, mais presque un peu naturelle, les fonds d'investissement vont, par leur thèse d'investissement, favoriser des projets sous la forme de sociétés de capitaux. Et ça nous pose une question sur quelle forme voulons-nous donner à l'intérêt général, parce que je crois que les formes collectives ne sont pas exactement les mêmes que les formes personnelles. Et donc là, on a un sujet, et je vous invite à y être attentif dans les années qui viennent, parce que ça peut vous concerner. On a un deuxième sujet, qui est un sujet de méthode. L'innovation sociale n'est pas l'innovation technologique.
L'innovation technologique, parce qu'elle a été massivement soutenue dans ces dernières décennies, bénéficie de méthodes d'accompagnement qui sont aujourd'hui structurées et puissantes. Nous avons besoin, pour avancer de façon plus forte et plus profonde dans nos sujets, de mettre en place des méthodes d'accompagnement des projets. Vous voyez, les projets qui étaient là sur l'estrade ce matin n'ont pas les mêmes problématiques qu'une usine de création de batteries, pour les vélos. Donc il faut qu'on réussisse à, se mettant tous autour d'une table, ensemble, voir quelles sont les méthodes et les conditions d'émergence de ces projets d'innovation sociale qui en font des succès pour les améliorer par la suite. Merci beaucoup Bastien. Donc 2 points de vigilance, on les a bien entendus. C'est important pour nous vraiment d'avoir vos regards d'experts et puis ça va nous permettre aussi d'avancer, de construire et de continuer à construire. Et puis voilà, avec ce côté collaboratif aussi, parce qu'on a tous un rôle clé à jouer dans ces enjeux. Merci beaucoup. Merci et bravo. Beaucoup. Merci. Avant de laisser le mot de la fin à Gilles, j'ai été vraiment très heureuse de lancer ce nouveau programme Novapec. Ravie de pouvoir vous présenter cette première promotion de porteurs de projet. Et puis vous qui êtes dans la salle, je vous appelle donc porteurs de projet à ne pas hésiter à candidater, on vous l'a dit. Vous voyez la page aujourd'hui qui est sur notre site corporate.apec.fr. Il y a un formulaire, donc n'hésitez pas à le remplir si vous souhaitez candidater au programme. Et puis l'équipe Novapec prendra contact avec vous au travers de plusieurs échanges pour construire avec vous le projet. On parlait d'accompagnement et c'est vraiment de cette façon qu'on a envie d'accompagner les porteurs de projets. Et puis très bientôt, on lancera aussi notre premier appel à projet. Je vous remercie beaucoup. J'invite pour conclure Gilles à nous dire un mot de la fin. Merci beaucoup Julie. Et merci à tous les porteurs de projets qui sont venus amener leur témoignage et puis à nos invités aussi qui sont venus nous parler très bien de leur expérience finalement de ce monde de l'innovation sociale. Je pense qu'à travers cela, vous avez vu que Novapec se veut un programme très concret, très proche du terrain, très conçu ensemble finalement, les projets. Encore une fois, c'est pas un guichet pour distribuer des chèques, c'est un endroit où les partenariats qu'on mène ensemble, les actions qu'on invente et qu'on va inventer ensemble, on est capable de les accompagner aussi par un soutien, oui, qui sera dans la durée. Ça fait partie de nos critères, de dire il faut aussi que c'est pas juste du one shot. Il y a des projets qu'on accompagnera sur plusieurs années parce que c'est important, cette dimension du temps, vous l'avez dit. De l'implication dans la transition écologique, on n'avait pas là des projets qui étaient directement axés sur ce volet-là, mais il y en aura puisque c'est un des 3 domaines dans lequel on soutiendra des projets avec Novapec. Donc moi, je me reconnais très bien dans tout ce qui a été dit ce matin. Je voudrais remercier aussi les équipes de l'APEC, à la fois pour ce qu'elles ont déjà fait sur ces premiers projets, et surtout, par anticipation, pour tout ce qu'elles vont faire dans les jours, les semaines prochaines, pour faire en sorte que de 4 projets, ce soit des dizaines, et puis demain des centaines de projets qu'on accompagnera partout sur le territoire. On y met un investissement important, on ne l'a pas dit encore, mais 3 millions d'euros cette année. C'est une somme conséquente. Ça permet de soutenir de nombreux projets et de le faire de façon significative. Le conseil d'administration votera un budget 2024 dans lequel je proposerai évidemment que cette dynamique se poursuive et qu'on ait ainsi la capacité, la prochaine fois qu'on se reverra, on n'a pas encore dit quand, mais de pouvoir vous présenter un premier état d'avancement de ce nouveau programme avec, encore une fois, des dizaines et des centaines
de projets qui vont aider à bouger les lignes, finalement, de beaucoup de sujets dont on veut s'emparer ici. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Il y a, je crois, un petit apéritif. Un petit apéritif qui est à côté et on peut poursuivre la discussion. Et avant, juste, on va faire remonter tous les intervenants, si vous voulez bien, pour faire une petite photo. Et je remercie particulièrement l'équipe de la communication pour ce bel événement et l'équipe technique. Merci beaucoup.